Tout d'abord, merci à tous de vous être rendus disponibles aujourd'hui au sein de l'IPAC Business School. Et d'ailleurs, on en profite pour remercier l'IPAC Business School de nous avoir donné la salle pour cet événement. Je souhaite aussi, au nom de toute l'équipe, remercier toutes les personnes qui sont en live sur LinkedIn Live ou sur Zoom. Alors, tout d'abord, moi, je suis Anthony, chargé de mission RSE pour le mouvement Sport Planète Maïf. Je serai votre animateur ce soir. Alors, rapidement, qu'est-ce que c'est Sport Planète Maïf? Alors, il faut savoir que la Maïf est un financeur dans le monde du sport et on souhaite, au travers de ce mouvement, réunir un nombre incommensurable d'acteurs, que ce soit des fédérations, des associations, des ONG, pour voilà, aller dans le même sens, vers un thème qui nous est cher, qui est celui de l'éco-responsabilité dans le sport. Donc, sans plus attendre, je vais vous parler rapidement donc, de l'ordre du jour, donc le déroulé de cet événement. Tout d'abord, on aura quelques mots introductifs. Pardon, quelques mots introductifs. Donc, d'abord, Yves Pellissier, président Maïf, pour un premier propos introductif. Puis ensuite, Jean-Marc Jancovici nous fera aussi une introduction avec la présentation du Shift. On aura dans un second temps tout le groupe projet du Shift qui nous présentera l'ensemble des travaux réalisés que nous soutenons au travers du mouvement Sport Planète Maïf. Et à la suite de cette présentation, on aura bien sûr des questions-réponses, un temps de questions-réponses à la fois pour les personnes qui sont dans la salle, mais aussi toutes les personnes qui sont en ligne pourront poser des questions et on sélectionnera quelques questions pour y répondre. Dans un troisième temps, on aura une table ronde avec quelques invités d'exception qu'on représentera au moment de la table ronde. Et on vous proposera quelques questions-réponses aussi à la suite de cette table ronde. On clôturera pour tous ceux qui se sont déplacés et qui sont venus jusqu'à nous par voilà, un petit message de conclusion et un petit cocktail convivial autour d'un match de huitième de finale de l'Euro qui me semble être tout à fait dans les thématiques du jour. Voilà. Donc, Yves Pellissier, si je te donne la parole, tu peux introduire. Merci beaucoup. Bonsoir, bonjour à toutes et tous. Ça dépend effectivement comment on regarde le monde et comment on lève la tête. C'est toujours un plaisir d'être dans un amphi et au final, après quelques années que je les ai quittés, je trouve que le premier rang est toujours aussi garni, donc ça ne change pas, donc c'est parfait. Changez rien, changez rien. Parce que quand je dis changer rien dans les comportements dans un amphi, on a beaucoup de choses à changer et on va le voir cet après-midi, en tout cas au travers donc, du retour d'enquête qu'il y a. D'abord, je suis très heureux d'être là, d'être affiché, que la Maïf soit affichée aux côtés du Shift Project. Oui, parce que c'est un partenaire que l'on accompagne maintenant depuis quelques années. C'est très important pour nous. En tant que président du groupe Maïf, mais aussi, et c'est plus récent, vice-président de SS France en charge de la transition écologique, vous comprenez effectivement que c'est un sujet qui nous tient à cœur et qui tient bien évidemment à cœur à la Maïf. Pourquoi? Parce que plus largement dans l'écosystème de l'économie sociale et solidaire, dont Maïf fait partie en tant qu'assureur mutualiste. Nous accompagnons depuis, nous, Maïf, 90 ans, bien évidemment, les transitions, qu'elles soient sociales, aujourd'hui, qu'elles soient sociétales au sens large. Et la Maïf en particulier innove depuis des années et est en capacité, effectivement, donc, de proposer à la société, proposer au monde des solutions. Des solutions avec une certaine légitimité, je vais vous le dire juste après, avec l'ambition pour nous, bien évidemment, de laisser le moins de monde au bord de la route. Ce défi, il n'effraie pas la Maïf. Pourquoi? Parce qu'historiquement, nous sommes un assureur engagé, militant, c'est la signature de l'assureur militant, toujours pionnier sur certains sujets. Et ça nécessite bien évidemment beaucoup d'abnégation, je l'ai dit, 90 ans d'engagement. Et c'est ce qui a nourri au final ce que nous sommes aujourd'hui, donc un groupe d'assurance, sixième assureur français, qui s'est nourri de cela et qui fait preuve aujourd'hui de beaucoup d'adaptabilité et qui propose des progrès robustes à ses sociétaires. Et je pense qu'il y en a quelques-uns dans la salle. Nous, la légitimité, on l'a aussi au travers de notre métier. On constate jour après jour, année après année, et nous avons été les premiers dans le monde de l'assurance à lancer des cris d'alarme, et pas que d'alarme, à agir, hein, parce qu'on constate jour après jour les effets
du dérèglement climatique. On parle aujourd'hui d'assurabilité ou d'inassurabilité, ça dépend comment on regarde l'objet, bien évidemment. Et nous, on le regarde avec cette notion d'assurabilité. L'objectif pour nous est effectivement d'apporter, de continuer à apporter un service d'assurance à nos sociétaires, parce que quand on est assureur, on est avant tout une entreprise d'inclusion sociale, d'inclusion économique aussi. Prévenir et limiter donc les conséquences des risques est un devoir pour nous en tant que militants. Et ça, nous le faisons là aussi. On ne s'est pas levé hier matin avec mon conseil d'administration, avec ma direction générale, en nous disant waouh, il faudrait qu'on intervienne sur ce sujet. Non, nous avons été les premiers de la place en tant qu'assureurs, donc à objectiver une politique RSE dès 2003. On a aussi donc signé les principes d'investissement responsable des Nations Unies en 2009. Et on le fait au travers de l'ensemble de nos métiers. Là aussi, pour vous donner un éclairage, un assureur, c'est bien évidemment son premier métier, c'est de l'assurance. Il a un autre métier qui est gestionnaire de biens. Et donc, nous gérons quelques milliards, mais qui sont propriétés de nos sociétaires. Donc, on essaie aussi, et c'est le levier le plus puissant que l'on ait aujourd'hui, et puis, bien évidemment, en tant qu'employeur, parce qu'aujourd'hui, nous avons 10 000 salariés, et là aussi, hein, on se doit socialement, mais aussi sociétalement, donc d'accompagner nos salariés dans cette démarche-là. Et cette démarche, elle est totalement holistique, ce qui nous permet, effectivement, aujourd'hui, d'être affichés sur ce genre de démarche. On a structuré notre stratégie globale climat sur 3 piliers qui ne vont pas vont pas vous surprendre, hein, bien évidemment. Donc, on a un pilier réparation, c'est notre rôle. Hein. On vient et on répare les effets du dérèglement climatique, en particulier sur les habitations. On a un pilier prévention, c'est un pilier sur lequel la Maïf investit énormément. Et puis, on a un dernier pilier, régénération, qui, lui, aujourd'hui, fait partie de nos stratégies globales. Et d'ailleurs, nous sommes le premier acteur en France à avoir mis en commun, puisque c'est aussi l'objet pour nous, avoir mis en commun ce qu'on appelle le dividende écologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Maïf, tous ces sociétaires consacrent au final 10% de leur richesse partagée, de leur richesse commune, donc à la planète. Et on a fait de la planète notre seul actionnaire aujourd'hui. Et donc 10% chaque année vient donc renforcer donc des moyens au travers d'un fonds qui nous permet ensuite d'accompagner deux types de solutions pour nous. D'accompagner, donc je l'ai dit, des solutions de régénération de la planète. Et c'est pas, je l'ai dit, on a une certaine légitimité, c'est pas éloigner notre métier, bien évidemment, parce que quand on régénère un écosystème, on le rend plus résilient pour demain. Et donc, au final, pour un assureur qui voit sur du long terme, on est en train de préparer un avenir un peu moins critique, en particulier pour nos sociétaires. Et puis, on accompagne aussi nos sociétaires en termes de prévention au travers de ces moyens-là pour reconstruire leur maison s'il le faut, quand ils ont été victimes d'une inondation, par exemple. C'est le cas aujourd'hui, c'est ce que l'on fait avec eux, mais pas dans le contexte de l'assurance, vraiment pour les accompagner, pour transformer leur habitat et pour là aussi le rendre plus résilient. Donc, ce sont des actions que l'on mène aujourd'hui. Alors, pourquoi ce lien avec le sport? Quelle légitimité on a à être là ce soir? J'ai à être là ce soir. D'abord parce que le sport est un moyen pour nous qu'on utilise au travers de Sport Planète, un moyen pour toucher le plus grand nombre, et parce que c'est une vision au travers du sport, une vision positive que l'on veut apporter sur la transition, sur les évolutions. Légitimité parce que nous sommes aussi un assureur du monde sportif. Aujourd'hui, nous assurons 27 fédérations sportives, 33 000 clubs, et associations sportives, plus de 5 millions de pratiquants. Donc on peut toucher cette population-là, ces citoyens-là, au travers donc, du sport, en leur parlant, bien évidemment, donc, du sujet qui nous anime aujourd'hui, la maison commune, l'écologie et plus particulièrement la biodiversité. On est directement touché aussi. Pourquoi? Parce que en tant que pratiquant de sport, je crois qu'on a tous aujourd'hui testé malencontreusement donc, de courir dans un air vicié par la pollution, de nager dans une eau qui est croupie presque, en tout cas contaminée, mais aussi donc d'essayer ou de tenter de skier sans neige. Moi, je viens des Alpes, hein, c'était toute ma jeunesse le ski, et aujourd'hui, je me rends compte effectivement qu'il est non seulement de plus en plus difficile de skier, mais aussi psychologiquement de se dire waouh, quel impact j'ai quand je monte au sommet d'une piste et que je prends plaisir sûrement à la descente, mais le regard de l'impact est devenu aussi prégnant. Donc, toute cette volonté, donc, on l'a structurée autour d'un mouvement, comme ça a été annoncé tout à l'heure, d'un mouvement qui s'appelle Sport Planète, qui est fédéré par Maïf, où pour nous, donc, on essaie de mobiliser, et l'essai est gagnant aujourd'hui,
on essaie de mobiliser donc un grand nombre d'acteurs associatifs du monde de l'économie, mais aussi donc de chercheurs, nous permettant donc de prendre une parole donc dans ce sport respectueux de la planète. Donc, je passe le sujet sur cette dimension donc, d'impact, parce que vous le connaissez bien. Donc, c'est bien pour cette raison que l'on soutient donc, The Shift Project donc, depuis maintenant quelques années. Sur des travaux particuliers, vous l'avez vu tout à l'heure dans le titre, sur cette notion de décarbonation donc, du sport, en particulier au travers d'événements qui ont lieu dans les stades, et en particulier là, autour donc, du rugby et du football, professionnel et amateur. Donc, ce travail-là est important pour l'avenir, bien évidemment. Et donc, vous, au-delà des résultats, la Maïf va continuer à soutenir l'ensemble de ces projets donc, et à vous accompagner, Jean-Marc, avec The Shift Project. Voilà, merci beaucoup. En parlant de sociétaire, j'aimerais bien savoir où en est mon dossier d'indemnisation que j'ai déposé il y a 2 mois. Non, pardon. Parce que je fais partie de vos clients. Alors, ça, c'était ma partie déclaration d'intérêt. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je vais vous faire une petite introduction sur ce qu'est le Shift Project. Donc, j'en suis le président. Le Shift Project est une association qui a été créée en 2010 avec vocation de militer pour la décarbonation de l'économie. Et on va essayer de vous faire comprendre pourquoi est-ce que c'est bon, ça s'affiche. Voilà. Ce qu'on fait, pourquoi, et puis je finirai en vous expliquant pourquoi est-ce que c'était pas plus idiot qu'autre chose de s'intéresser au sport dans le cadre de nos activités. Et du coup, j'en profite pour remercier au passage la Maïf de nous avoir permis de le faire, puisque le Shift ne vit que grâce aux dons des organismes qui nous permettent de nous financer, puisque nous n'avons pas la planche à billets. Alors, pardon. Donc, que fait le Shift? Le Shift, donc, je vous le dis, milite pour la décarbonation de l'économie. Le Shift est une association d'entreprise. C'est quelque chose qu'on voulait dès le départ, histoire d'avoir un fil de discussion avec une partie des acteurs qui sont importants dans le paysage quand il s'agit de faire bouger la société dans son ensemble. Donc, il y avait déjà un certain nombre d'associations qui étaient présentes sur le lien avec le grand public. Nous, c'est quelque chose qui s'est rajouté dans un deuxième temps avec les shifters, mais le cœur historique du réacteur, j'ai envie de dire, c'était d'exister de l'intérieur dans le monde économique, puisque c'est des gens qui vont devoir agir, et donc, puisque ces gens vont devoir agir, il est important de pouvoir parler avec eux. Aujourd'hui, le Shift, c'est quoi? C'est une association d'une 25-30 salariés, c'est à géométrie variable. Et puis, on a surtout énormément de gens qui contribuent à nos travaux sans être payés. Donc, c'est par exemple, dans le cadre du rapport qu'on va vous présenter ce soir, tous les gens qui ont passé une partie importante ou moins importante de leurs heures éveillées, non rémunérées, à nous aider à faire ce travail. Et là-dedans, vous avez également des shifters. Donc, c'est une association cousine du Shift Project qui a été créée en 2014 ou 16, je ne sais jamais, qui compte aujourd'hui, alors selon les syndicats ou la police, 5 000 ou 25 000 personnes. Ça dépend si on compte les gens à jour de leur cotisation ou les gens qui disent qu'ils font partie et qu'ils soutiennent. Mais voilà, donc l'ordre de grandeur, c'est 10 000 personnes. Et c'est des gens qui nous sont précieux parce qu'ils servent à relayer nos préoccupations ou notre parole. Alors sur un domaine tout à fait différent du sport, mais je vous donne un exemple en ce moment. On a un autre chantier en ce moment en cours qui concerne l'agriculture. Et les shifters nous aident à faire en sorte qu'on ait un nombre maximum d'agriculteurs qui répondent à un questionnaire qu'on leur donne pour comprendre comment ils fonctionnent aujourd'hui et pourquoi ils font les choses comme ils les font. Voilà, on pense que c'est une matière première qui est utile. Voilà, et sans les shifters, on n'arriverait pas à se déployer à large échelle. Voilà. Alors là, j'ai envie de dire la production ordinaire du Shift, c'est des idées. Donc les idées aujourd'hui, ça prend la forme en général d'un document électronique qui circule sur ordinateur. Mais c'est ça la production ordinaire du Shift, c'est des idées, donc c'est des suggestions, des constats, des propositions, des choses qu'on met en débat auprès du public. Notre cible première, je le précise, n'est pas le monde politique. Notre cible première est et reste la société civile, parce que c'est dans la société civile qu'il faut aller chercher les gens là où ils sont, et c'est un lien direct avec ce qu'on vous racontera sur le sport, pour essayer de leur faire comprendre que tout le monde est partie prenante dans cette histoire d'énergie et de climat, que tout le monde est concerné, que tout le monde peut être acteur, que tout le monde peut être vulnérable. Et donc, c'est pour ça qu'on s'adresse d'abord à la société civile.
Et puis par ailleurs, comme je suis arrivé à un âge où j'ai quelques cheveux blancs, j'ai fini par comprendre que tant que nous restons en démocratie, ce qui pour le moment est le cas, il est extrêmement rare, et l'actualité récente vous le rappelle, que les tâches politiques bougent sans que l'électorat ne le demande. Donc à un moment, c'est quand même à la base qu'il faut aller chercher les gens. Oui, bon, ça je vais passer. Alors, le grand cadre de réflexion du Shift Project, c'est ce qu'on a coutume d'appeler la double contrainte carbone. Alors, c'est quoi la double contrainte carbone? Ça part du constat que le monde moderne a été façonné grâce aux combustibles fossiles. Vous êtes en ce moment assis sur des combustibles fossiles, là, parce qu'il y a du vernis, de la peinture et je ne sais pas quoi sur les sièges. Lesquels sièges sont arrivés ici en camion. Vous êtes habillé avec des combustibles fossiles, vous mangez des combustibles fossiles, vous vivez, enfin voilà, on vit, on dort fossile toute la journée, toute la nuit. Et sans les combustibles fossiles, le monde ne ressemblerait absolument pas à ce qu'il est aujourd'hui. Il serait extrêmement différent. Alors, ces combustibles fossiles ont deux caractéristiques. La première, c'est que quand on les utilise, on crée par nature un déchet qui s'appelle le dioxyde de carbone et qu'on déverse dans la grande poubelle atmosphérique qui commence à déborder. Donc, ça crée en retour ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Et si on veut prévenir un réchauffement climatique trop dramatique, il faut empêcher la poubelle de trop déborder. Donc, il faut limiter l'accès à la poubelle et donc ne pas trop mettre de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, qui ont, je le rappelle, la caractéristique d'y rester, notamment pour le dioxyde de carbone, pendant des siècles et des millénaires, une fois qu'on les y a mis. Donc, une fois qu'on a mis un surplus de CO2 dans l'atmosphère, ce surplus ne s'évacue pas, même en 10 000 ans, il ne s'évacue pas en totalité. Donc, il y a un côté très, très long terme dans cette histoire. Donc, la première caractéristique de ces combustibles fossiles, c'est qu'ils perturbent le système climatique. Et la deuxième caractéristique, c'est qu'ils sont épuisables, parce qu'il faut de quelques dizaines à quelques centaines de millions d'années pour les former. Et à partir du moment où ils sont non renouvelables, les mathématiques imposent que quand bien même on n'aurait pas de problème climatique, on ne peut pas avoir une disponibilité indéfiniment constante de ces combustibles. Donc en fait, ces combustibles fossiles, gaz, pétrole, charbon, même si on se fiche du climat, viendra un moment, qui a peut-être déjà démarré du reste, où après en avoir eu de plus en plus, on en aura de moins en moins. Donc il ne s'agit pas de plus en avoir du tout demain matin, ce n'est pas ça le sujet. La fin du pétrole, ça sera la fin de l'humanité. Mais par contre, viendra un moment où même de manière subie, enfin même si on ne veut pas, on en a de moins en moins. Et donc à ce moment, la question, c'est de savoir comment on s'organise, comment on se déplace, comment on se chauffe, comment on fait tourner l'industrie, ou ce qu'il en reste, comment on fait fonctionner l'agriculture, etc. Et en particulier, comment on fait du sport dans ce genre de contexte, puisque vous allez voir que le sport a un lien, comme toutes les autres activités, avec cette abondance fossile et donc a un lien avec les émissions de gaz à effet de serre. Alors pour vous donner deux ordres de grandeur, si on veut s'occuper délibérément de la question climatique, limiter le réchauffement à 2 degrés, bon, limiter à 1,5, vous aurez au moins appris une bonne nouvelle en demandant cet amphi, c'est mort, hein, donc ça, on peut oublier. Sur les 12 derniers mois glissants, on est à 1,6 de hausse. Certes, on était en El Niño, mais enfin, attendez quelques années et on sera au-delà de 1,5 de façon définitive. Voilà, donc tous les gens dans la salle qui ont des entreprises, qui ont des objectifs 1,5 degrés, il va falloir que le département com, dans pas longtemps, revoie sa copie parce qu'on ne pourra plus. Si on veut se limiter à 2 degrés, à ce moment, comme le dioxyde de carbone a une très longue durée de vie dans l'atmosphère, il faut en fait éviter d'en mettre. C'est ça le problème, hein, on ne peut pas en mettre et puis l'épurer. Et donc, il faut que les émissions planétaires se mettent à baisser de 5% par an à partir de demain matin. Alors, 5% par an, c'est le Covid. Donc, ça veut dire un Covid supplémentaire tous les ans. D'accord ? Ou bien je peux vous donner les 3 premières années. Covid la première année, 1945 la deuxième année, c'est le moment où on a éradiqué le parc industriel de l'Allemagne et du Japon, qui à l'époque représentait une partie beaucoup plus importante de l'industrie mondiale qu'aujourd'hui. La troisième année, je vous fais la crise de 29, qui a également fait moins 5% sur les émissions. Puis la quatrième, il faut que vous me donniez une idée, parce que voilà, il faut continuer moins 5% tous les ans. Donc vous voyez qu'on est sur quelque chose de terriblement ambitieux, si on veut respecter les 2 degrés, dont aujourd'hui, malheureusement, on ne prend pas du tout le chemin. Ça, c'est la partie aval, donc c'est si on veut limiter le réchauffement climatique. Et la partie amont, c'est que quand bien même on ne voudrait pas, pour vous la faire courte mais bonne, les producteurs de pétrole qui servent aujourd'hui l'Union européenne, laquelle importe 97% de son pétrole, donc autrement dit 100% hein, en ordre de grandeur, eh bien, les producteurs qui servent l'Union, d'ici à 2050, ils vont voir leur production divisée par 2, et donc leurs exportations vers l'Union européenne divisées par n'importe quoi entre 2 et 20. Donc quand bien même on se ficherait complètement du climat, de toute façon, il va falloir qu'on apprenne à fonctionner en France et en Europe avec considérablement moins de pétrole que nous en avons aujourd'hui. Je dis bien considérablement moins. Donc c'est ça la double contrainte carbone, c'est le sujet climatique sur lequel aujourd'hui il y a quand même un agenda politique important et
le sujet, et du reste, il va rester parce qu'il dépend pour partie de l'Europe et l'Europe va continuer son agenda là-dessus, pour partie, hein, enfin pour une large partie. Et une voiture balai qui va nous rattraper si on ne veut pas, qui s'appelle la déplétion des ressources pétrolières et gazières, puisque gazières, ça va suivre dans pas longtemps. Alors, dans cette histoire, je vous rappelle que la France a un cadrage qui s'appelle la Stratégie nationale bas carbone, qui est un document de stratégie, on va dire, demandant au pays de baisser ses émissions de manière très rapide d'ici à 2050. Voilà, je ne vais pas détailler ce truc-là, mais juste sachez que ce document existe. Voilà, Et en ce qui concerne le sport, alors le lien avec ce que je viens d'évoquer, il est double ou triple. Le premier, c'est que sans combustible fossile, vous n'auriez pas les JO à Paris. D'accord ? Vous n'avez pas les JO à Paris parce que vous n'avez pas le transport aérien, parce que vous n'avez pas toutes les voitures qui permettent aux gens de venir dans Paris, parce que vous n'avez pas, parce que les combustibles fossiles nous ont également amené le temps libre et la productivité du travail, enfin plus exactement la productivité du travail qui nous a amené le temps libre. Donc vous n'avez pas des touristes en pagaille. Je vous rappelle que les congés payés, c'est 1936, donc le début de l'ère des combustibles fossiles. Donc les JO, c'est du pétrole à tous les étages. Et c'est vrai également pour la Coupe du Monde de rugby. Il est beaucoup plus baraqué que moi, mais je le dis quand même. Voilà, toutes les grandes manifestations sportives aujourd'hui n'existeraient pas sans les combustibles fossiles. Le deuxième lien avec le sport, c'est que le sport s'exerce aujourd'hui dans des conditions climatiques qui sont ce qu'elles sont, et on comprend bien que même si de temps en temps on a un peu chaud l'été, faire les Jeux Olympiques au milieu du Sahara l'été, pour le moment, est un truc qu'on n'envisage pas, fait quand même un peu trop chaud. Et donc, on va avoir de plus en plus un sujet climat sur la manière dont, qui vont impacter les épreuves. Et enfin, comme le sport est un contributeur, ce qui va vous être présenté dans pas longtemps, aux émissions de gaz à effet de serre, directes et indirectes, eh bien, dans un objectif global de réduction, il faudra que ces activités prennent leur part. Tant il est vrai que personne ne peut dire c'est aux autres de le faire parce que moi je suis indispensable, parce que depuis que je travaille dans ce secteur, tout le monde entonne la même chanson. Le transport aérien c'est indispensable, la santé c'est indispensable, le tourisme c'est indispensable, l'élevage c'est indispensable, la fabrication de fringues c'est indispensable. Bon, bref, je ne connais pas un secteur qui dise oh ben non, moi je vais faire plus que ma part parce que je ne suis pas indispensable. Je n'ai jamais vu ça. Ce qui veut dire que le sport va devoir, les activités sportives vont devoir, si on est équitable, prendre leur part comme les autres. Et le faire comme les autres, il faut l'espérer, dans la joie et la bonne humeur. Et là-dessus, je cède la parole au suivant. Bonjour à tous, donc Alan Lemoine, chargé de projet sport au Shift Project. J'ai copiloté notamment avec Justine ce projet pendant ces derniers mois, cette dernière année. Voilà, donc ce projet, c'est la contribution de 4 acteurs différents qui ont travaillé main dans la main. Tout d'abord, un groupe de pilotage au Shift, avec Jean-Noël en coordinateur, Justine en copilote et Pauline sur la communication. Un groupe de travail composé de professionnels et d'amoureux du secteur qui vont vous présenter une partie des résultats ce soir. Le cercle thématique sport de l'association Les Shifters, composé de près de 150 personnes. Et bien sûr, notre mécène, notre partenaire, la Maïf, qu'on remercie encore une fois pour son soutien. Donc, ce groupe de travail est composé des personnes suivantes. Donc, ce sont des professionnels, des passionnés de sport qui travaillent dans le secteur, pour certains, depuis de nombreuses années. Et donc, c'est eux, par leur expertise, en partie, qui ont permis de construire ce projet. Donc, on les remercie. Et Justine, si tu veux bien nous présenter la suite du programme. Alors la suite, c'est déjà par où on a commencé. Ça fait plus d'un an qu'on travaille sur le secteur du sport. On a commencé avec le cercle thématique des shifters. Et en mars dernier, on a présenté une V1 qui s'intéressait surtout à la décarbonation professionnelle dans les stades de foot et de rugby. Et aujourd'hui, on vous présente une V2 de ce rapport avec une empreinte carbone qui est un peu plus finalisée, des leviers de décarbonation et aussi la partie amateur des stades de foot et de rugby. Ça, c'est un deuxième rapport intermédiaire avant le rapport final qui sera en février 2025, où on pourra également présenter des leviers pour la partie amateur. Donc maintenant, vous allez avoir la présentation de ces résultats. C'est le début des hostilités. D'abord, la méthodologie, il ne faut pas oublier quand même, c'est important. Donc, pour la méthodologie de ce rapport, comment on fait déjà pour initier ces travaux? Il faut construire le périmètre. Ce périmètre, il a été défini comme tel. Ce sont les clubs, les matchs, les rencontres de championnat professionnels. Donc, ça va être par exemple au niveau national la Ligue 1, la Ligue 2, le Top 14, le Pro D2. Au niveau international,
Pour les clubs donc, européens, ça va être la Champions Cup, la Champions League. Et à cela, donc ça c'était vraiment la première partie, donc en bleu foncé, ce qu'on a fait au dernier rapport. Et pour ce nouveau rapport, on a ajouté la partie des rencontres, la partie rencontre internationale d'équipe de France. Donc quand Antoine Dupont va faire ses tchic-tchac magnifiques au Stade de France, c'est ça qu'on a regardé de près en termes de flux. Et la partie amateur, donc les clubs amateurs de football et de rugby. Donc qu'est-ce qui nous intéresse, nous, au Shift, quand on regarde de près une activité économique, c'est les flux physiques. Les flux physiques, ce sont les kilomètres parcourus par les spectateurs, ce sont les tonnes de burgers vendus, ça va être les kilowattheures consommés pour éclairer le stade. Finalement, tout ce qui est flux d'énergie, de matière dans le périmètre qui nous concerne et donc dans les stades. Donc, une fois qu'on a identifié ces flux, on les quantifie et on y attribue un facteur d'émission qui nous permet d'avoir une traduction de flux physique en émissions de CO2. Et c'est la somme de ces émissions de CO2 qui permettent de faire une empreinte carbone. Tout ce travail qu'on a mené, il ne s'est pas fait dans notre coin. On l'a fait avec de très nombreux contributeurs, près de 50 au jour d'aujourd'hui. Et ces contributeurs, ce sont des fédérations, ce sont des sportifs de haut niveau, ce sont des ligues professionnelles, ce sont des collectivités, etc. etc. Et grâce à eux, on a pu construire, alors notamment grâce à leur expertise, mais aussi leurs données. C'est un point indispensable. Hein, les flux, il faut quand même pouvoir les quantifier et pour ça, il faut des données. Et donc, on les remercie. On remercie tous les acteurs qui ont contribué à ces travaux et on espère les avoir encore avec nous d'ici le rapport final pour préciser tout ce qu'on va vous présenter. Et maintenant, je vais laisser la parole à Clara et Maëlle pour l'empreinte carbone. Oui, merci Alan, bonsoir à tous. Donc, je vais vous présenter d'abord ce qu'on a fait au rapport intermédiaire en mars 2024 pour vous expliquer un peu les différences avec le nouveau rapport intermédiaire. Donc, en mars 2024, on avait pris comme scope seulement les stades professionnels, enfin les matchs dans les stades au niveau professionnel, foot et rugby. Donc, on entend par là géré par les ligues de rugby et de foot professionnels. Et en fait, on avait émis comme hypothèse que l'empreinte allait changer en fonction des capacités. Donc, par exemple, 20 000, 50 000, 80 000. Au final, on s'est rendu compte que pour un match national, alors certes, l'empreinte augmentait de manière professionnelle, mais l'empreinte moyenne par spectateur était similaire. En revanche, là où il y avait des différences, c'est plus on partait sur des compétitions à rayonnement européen, international, etc., plus là, l'empreinte moyenne par spectateur augmentait. Tout simplement parce que forcément, on augmente le nombre de kilomètres et du coup, on a recours à des modes de transport beaucoup plus carbonés comme l'avion. Donc, dans ce nouveau rapport qu'on a sorti aujourd'hui, on a un total des émissions estimé à 310 000 tonnes CO2 équivalent pour l'ensemble des matchs de rugby et foot professionnel dans les stades en France, donc au niveau national. Par exemple, on ne va pas prendre un match France-Lituanie qui serait passé en Lituanie. Et donc, sans surprise, on est à peu près 70% en moyenne de l'impact qui est lié au transport des spectateurs. Et ensuite, ça, comme vous voyez, l'alimentation boisson, le transport de l'équipe sportive encadrante, etc. Hop, Maëlle, je te laisse. Oui, si on regarde un peu plus précisément l'empreinte carbone moyenne des déplacements des spectateurs par match, on voit qu'on a une vraie différence de l'empreinte moyenne entre un spectateur local et un spectateur extérieur. Et plus on va être sur des matchs internationaux hors Europe, plus l'empreinte moyenne du déplacement des spectateurs va être importante. C'est simplement dû que quand on est sur des matchs internationaux hors Europe, il y a plus de monde qui viennent de loin. Donc forcément, la part de l'avion est plus importante. Et ces 3 tonnes 3 sont au-dessus des 2 tonnes par personne qu'il faudrait atteindre par an. Si on regarde la répartition des émissions de GES des transports lors de matchs internationaux de football et de rugby, on voit que finalement, on a une petite part des spectateurs extérieurs qui génèrent la plus grosse part des émissions de GES. Donc, on a 2% de ces spectateurs qui génèrent 76% des émissions de gaz à effet de serre de l'événement international.
Et puis, ben, les 98 autres % des spectateurs locaux qui viennent en voiture, même s'il y a il y a un plus gros volume, génèrent que 24 % des émissions de gaz à effet de serre de cet événement. Si on prend alors il y a deux enjeux finalement différents en fonction des types de spectateurs. Sur les matchs nationaux, ben, finalement, on a la plus grosse majorité des personnes qui viennent en local, en voiture. Donc évidemment, on a un enjeu de travailler sur ces modes de transport-là. Si on est sur les matchs internationaux, ben, la part de l'avion étant beaucoup plus importante, même si le nombre de spectateurs n'est pas si important que ça, ben, la part de l'avion est beaucoup plus importante. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler sur ces 9%, parce que là, on parle en pourcentage. Ça ne veut pas dire que c'est 9% des matchs internationaux équivalent en termes d'émissions de gaz à effet de serre aux 9% des matchs nationaux. Et je passe la parole à, je ne sais plus. Alan, quand même. Merci Maël, merci Clara. Donc, une fois qu'on a posé le constat, très concrètement, comment on fait pour décarboner? L'accord de Paris sur le climat, il fixe un objectif de réduction des émissions et la limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré si possible et en dessous des 2 degrés. Ça a eu sa traduction dans la loi française avec la stratégie nationale bas carbone qui donne un objectif de réduction, tout secteur confondu, au global, de moins 83% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. C'est ce que vous a présenté en partie Jean-Marc tout à l'heure. Pour le secteur sportif, donc ces émissions, ce moins 83%, c'est séparé en fonction des secteurs. Et par exemple, pour le transport, vous arrivez à moins 97%. Et pour l'industrie, c'est plus faible. L'agriculture, c'est plus faible également. C'est adapté en fonction des secteurs. Mais étant donné que le secteur du sport a une part des transports plus importante que la moyenne, eh ben, on a des efforts à faire qui sont plus importants que ce moins 83%. Mais dans le cadre de ce rapport, c'est cet objectif-là qu'on s'est fixé. Cet objectif de baisse, cela correspond à une baisse des émissions de 5 à 10% des émissions tous les ans jusqu'en 2050. Donc cet effort, il est absolument considérable, mais comme l'a dit Jean-Marc tout à l'heure, c'est une condition sine qua non à la construction d'un secteur sportif plus résilient face aux crises à venir. Comment on fait pour décarboner? Donc il y a 3 grandes manières de faire. Si on résume un petit peu, si on vulgarise ça, on peut faire de l'efficacité énergétique, c'est-à-dire que pour un usage constant, on diminue la consommation énergétique. Par exemple, faire du covoiturage pour se rendre au stade. Ça, c'est la première façon de faire. La deuxième façon de faire, c'est compter sur le déploiement de la technologie, parce que la technologie peut exister, mais si elle ne se déploie pas à l'échelle, son efficacité est relative. Et donc là, pour ça, on peut citer les véhicules électriques, on peut citer les SAF, donc les Sustainable Aviation Fuel pour l'aérien. Et enfin, la troisième manière de faire, c'est la sobriété couplée à une réorganisation. Donc la sobriété, c'est renoncer à quelque chose, renoncer à consommer, par exemple. Donc ça peut être baisser volontairement la température de consigne, ça peut être avoir des véhicules plus légers ou réduire le nombre de matchs. On va y revenir. Donc nous, ce qu'on a fait dans le cadre de ce rapport, c'est qu'on a construit des scénarios, on appelle ça des variantes. Et ces variantes, on les a quantifiées sous des critères de déploiement technologique. La première variante, on l'appelait la variante DROP, pour développement rapide et optimiste, sous-entendu de la technologie, fait le pari qu'on va décarboner de manière rapide la flotte de voitures, la flotte d'avions, et que donc les trajectoires d'émissions, les trajectoires d'émissions vont être de plus en plus faibles et de plus en plus rapides d'ici 2050, avec, pour le secteur global, une trajectoire de moins 86% des émissions sous cette trajectoire-là. Donc, déploiement technologique fort, on fait le pari que la technologie va se déployer massivement. Seulement, on considère que c'est un pari risqué, car déjà, cette technologie, il faut qu'elle puisse se déployer, mais il faut qu'elle puisse exister également. Et là, on a des sujets, on a des technologies comme par exemple l'hydrogène, on ne sait pas si on va pouvoir déployer en temps et en heure ce genre de technologie. Les secteurs également de l'aéronautique, les flottes d'avions, les flottes de véhicules sont des flottes inertielles, on ne change pas de voiture tous les 4 matins, et donc ça met du temps
avant que les nouvelles technologies arrivent à se déployer. Et enfin, tout cela nécessite une très grande quantité d'énergie, ce qui pose des questions sur leur disponibilité, mais également sur des conflits d'usage. Par exemple, pour les SAF, il faut de la biomasse, et cette biomasse, on peut également choisir de faire pousser des plantes pour nourrir les hommes, nourrir les animaux, laisser ça pour la biodiversité, et donc il y a des arbitrages à faire, et les quantités de surface étant limitées, il faut faire des choix. Nous, on a exploré une autre variante, qui était de dire, regardons ce qui se passe si la technologie se développe. Elle est déjà, la décarbonation est quand même très importante, mais moins importante que les scénarios optimistes le prévoient. Donc, avec ce scénario-là, on arrive à une décarbonation du secteur qui n'est pas à la hauteur des objectifs de réduction. Ce qui veut dire que pour atteindre les objectifs, donc les fameux moins 83% de baisse minimum, il faut agir sur quelque chose. Et si on ne le fait pas, tout à l'heure en introduction, vous l'avez vu, il y a une vulnérabilité qui va être accrue pour le secteur. Donc c'est dans son intérêt, individuel et collectif pour la collectivité, de le faire. Sauf que, étant donné qu'on a déjà regardé ce qui se passait en termes d'efficacité et de déploiement technologique, eh bien, ça veut dire qu'il faut réduire quelque chose, il faut renoncer à quelque chose, et là, il faut réduire les distances parcourues parce que c'est ça qui pèse énormément sur les émissions. Donc pour ça, on peut agir sur 3 choses. On peut agir sur le nombre de personnes qui se déplacent, on peut agir sur les distances parcourues entre un point A et un point B, donc les distances entre les équipes, les pays, etc. Et enfin, agir sur le nombre de rencontres, notamment internationales, pour réduire les distances parcourues au total. Donc, nous, on a exploré, et ce qu'on va vous présenter ici, c'est cette variante, la variante but, parce que cette variante drop, on considère qu'il y a une part d'incertitude, et un peu de la même manière qu'au rugby, ce drop qui est un coup de pied qu'on tente et qui demande technique, qui demande du timing, et bien, il y a une forte incertitude sur le fait de pouvoir la transformer, de marquer les points. Et le problème, c'est que si on n'y arrive pas, eh bien, on perd le match. Voilà, donc ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est cette variante but. Et on va pouvoir passer au résultat. Oui, donc là, on va illustrer un peu comment on peut arriver à ces moins 83%. Et donc là, on a pris un stade fictif, à peu près de 15 000 spectateurs. Donc aujourd'hui, son empreinte carbone, c'est 4 675 tonnes de CO2 équivalent. Et donc, moins 80%, c'est arrivé à 803 tonnes en 2050. Et donc là, sur ce graphique en cascade, on a réparti en fait les différentes sources de leviers pour décarboner. Et donc, on voit que le premier levier, c'est les transports des spectateurs. Donc, pour plus de la moitié en fait, de l'effort à faire, c'est vraiment le premier levier sur lequel il faut travailler. Ensuite, bien sûr, on retrouve le transport des équipes et des salariés. Et puis après, dans une moindre mesure, on a donc tout ce qui est lié aux immobilisations, donc aux infrastructures sportives, à l'alimentation, à la consommation d'énergie et aux retransmissions. Puis enfin, les déchets et après, plein de petites choses qui restent derrière. Alors, si on zoome un peu sur le déplacement des spectateurs, donc là, après, on prend un peu une technique comme la stratégie nationale bas carbone, c'est qu'on découpe en morceaux en disant comment on va arriver pour gravir cette montagne. Et donc, on dit, voilà, les émissions des déplacements des spectateurs, c'est lié à plusieurs choses. D'abord, les distances parcourues. Donc le volume des déplacements, avec un potentiel estimé de décarbonation de moins 20%, avec, on y reviendra, diminution du nombre de rencontres internationales, diminution de la part des spectateurs extérieurs. Et ensuite, on va travailler sur l'intensité carbone des déplacements. Donc déjà, 2 choses. Premièrement, le mode de transport. Quel moyen de transport on prend? Donc voilà, si je passe de l'avion, de l'avion au train, par exemple, donc on va utiliser un moyen de transport beaucoup plus décarboné. Si je prends aussi mon vélo au lieu de la voiture, donc là, c'est vraiment ce qu'on appelle le report modal. Ensuite, on va travailler sur ce qu'on appelle l'intensité carbone de l'énergie qu'on utilise, des déplacements. Donc là, par exemple, ça peut être les véhicules électriques au lieu de prendre un véhicule thermique. Donc, en fait, donc, si je reviens donc, sur le premier potentiel de décarbonation, donc, sur la réduction des distances, et donc sur la partie comment on y arrive, donc, ce qu'on a proposé, c'est un chemin parmi d'autres, mais de diviser donc, par 4
les rencontres internationales longue distance au profit de rencontres européennes. Aujourd'hui, on a un peu un ratio de 10 rencontres européennes pour 4 internationales. Hein, et puis après, donc, on réduit aussi le nombre de rencontres européennes et on arriverait à un total de 9 rencontres européennes et une rencontre internationale. Et puis, bah, ça peut passer soit par des compétitions plus locales ou par zone géographique, ou bien par une réduction du nombre d'équipes par compétition. Donc là, pareil, hein, il y a plein de chemins possibles. Ensuite, sur la partie mode de transport, hein, donc report modal, donc sur la partie covoiturage et changement de part modal. Donc, changement de part modal, c'est je change de mode de transport. Covoiturage, vous voyez un petit potentiel parce qu'en fait, aujourd'hui, on a déjà une moyenne de nombre de personnes par voiture qui est de 1,9 personnes quand on va dans un stade, alors que la moyenne normalement française est de 1,6. Donc, on voit qu'on a un potentiel de progression de 10% jusqu'en 2050, mais qui reste relativement faible parce qu'on part déjà d'un niveau qui est relativement élevé. Ensuite, eh ben, bien sûr, il y a tout ce qui est report modal, hein, donc ce que j'ai dit, hein, le vélo, le transport en commun au lieu de la voiture, la partie train ou transport en commun ou bus ou car au lieu de l'avion. Alors, ça peut s'illustrer, par exemple, ça pour les spectateurs internationaux, donc pour un match international, donc, où on part aujourd'hui avec une proportion de l'avion qui est assez importante donc, en 2024 et de la voiture. Et vous voyez, il y a assez peu de trains et de cars. Et donc, je dirais une trajectoire possible, hein, c'est pour atteindre les objectifs donc, de moins 83%, hein, d'arriver en 2050 donc, il faudrait diviser par deux l'avion et la voiture en fait, dans les modes de transport utilisés et augmenter fortement tout ce qui est train et car, donc, notamment le train de faire x3 et le car un peu plus x4. C'est moi. Merci Véronique. Alors, un peu en miroir de la slide précédente, je vais vous présenter comment décarboner les déplacements, cette fois-ci des équipes sportives et encadrantes. Donc, pareil, on propose vraiment de… Alors, il y a un potentiel de décarbonation, là on n'en a pas parlé, de moins 94%. Donc, ce qui est quand même considérable. Là, pareil, on propose d'agir sur les parts modales, en diminuant l'avion et notamment les avions affrétés pour qu'ils soient complètement supprimés d'ici à 2050, en laissant les avions commerciaux que pour vraiment les très longues distances. Donc, au profit du car, vous voyez que là, la proportion de car, elle augmente assez massivement, et du train. Alors, quand on a parlé aux différents acteurs du monde sportif, on a quand même identifié plusieurs freins, donc notamment le coût, la récupération des joueurs, ce qui était vraiment un frein très important. Et tout ça, c'est vraiment lié au fait que souvent, les horaires des matchs, ils sont décidés en fait que 3 semaines à l'avance, ce qui laisse vraiment très peu de temps pour les clubs à s'organiser, alors qu'on connaît les week-ends de compétition 2-3 mois avant le début des saisons. Donc, tout ça, ça appelle vraiment à une meilleure coordination, à un dialogue avec les médias, les diffuseurs, les clubs et les ligues en amont. Ensuite, on va passer donc sur l'énergie, la consommation d'énergie et les bâtiments. Donc, comme vous voyez, c'est aussi des forts potentiels de décarbonation, notamment 267 tonnes équivalent CO2 pour la consommation d'énergie dans les stades. Donc, comment on calcule les émissions liées à la consommation d'énergie? Donc, c'est le volume d'énergie consommée, donc par exemple 100 kWh, fois la répartition par vecteur énergétique. Donc, par exemple, ça va être 50% d'électricité, 50% de gaz, fois l'intensité carbone de l'énergie, donc les facteurs d'émission, donc avec une électricité qui est très peu carbonée en France, vs le gaz ou le fuel pour les générateurs. Donc là, on voit bien que quand on met fin aux énergies fossiles, enfin, quand on essaye de se passer des énergies fossiles, c'est là où il y a le plus fort taux de décarbonation, donc moins 66%, pardon. Les moins 20% ici, ça va concerner plus tout ce qui est atteinte des objectifs du décret tertiaire dans les infrastructures sportives. Donc là, on s'est basé sur le fait que toutes les infrastructures sportives allaient atteindre les objectifs du décret tertiaire, c'est-à-dire une réduction énergétique de moins 60% d'ici à 2050. Et enfin, le troisième, c'est l'installation de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, par exemple, et la baisse exogène du contenu carbone de l'électricité.
Ça fait un potentiel de décarbonation au total de moins 97%. On pensait que c'était intéressant aussi de vous montrer cette slide parce qu'on voit vraiment par bloc à quel point la sortie des énergies fossiles, ça fait vraiment un fort potentiel de décarbonation. Après, le deuxième en bleu plus clair, c'est un peu l'impact du décret tertiaire, on va dire. Et ensuite, le bleu foncé, c'est plutôt les facteurs exogènes. Je vais laisser la parole à Justine pour l'alimentation. Merci Clara. Alors l'alimentation, c'était le deuxième poste d'émission dans les stades, donc la vente de burgers et de saucisses. Donc comment on fait pour décarboner ça? Alors comment on le calcule? C'est que c'est le nombre de personnes qui sont présentes dans le stade fois les émissions par repas. Donc ça, on s'est dit, le nombre de personnes, ils ne bougent pas, ils viendront peut-être de moins loin, mais il y aura toujours autant de monde dans les stades. En revanche, les émissions par repas, là, on a peut-être des clés. Là, on peut peut-être essayer de jouer dessus, notamment sur le contenu des repas et aussi sur la manière dont sont acheminés les repas pour venir au stade. Alors, les leviers, pour 90% des leviers, c'est sur la partie alimentation. Donc, les boissons, on n'a pas beaucoup de leviers de décarbonation, beaucoup plus sur l'alimentation. Et ce qu'on propose, c'est 70% des repas avec végétariens et les 30% restants, on pourra avoir un peu de viande, mais la dominante sera quand même végétale. Donc, un peu de poulet, un peu de bœuf, mais en 2050, je vous annonce qu'il y aura peut-être 70% des repas végétariens dans un stade. Ça paraît difficile, mais je pense que vraiment, ça ira. Ça, ce serait nos émissions. C'est le mix de repas qu'on imagine en 2050. Un autre point sur les contenants. Pour limiter les déchets et le poids carbone des déchets, on mise sur des contenants réutilisables, mais il faudrait 20 utilisations minimum par contenant pour que ce soit efficace. Donc les co-cups qu'on prend et qu'on ramène chez soi, malheureusement, ce ne sera pas un levier de décarbonation. Bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même 65% de potentiel de décarbonation sur le poste de l'alimentation et qu'a priori, ça ne nous demandera pas trop d'efforts. Maintenant, Olivier, je te laisse la parole pour la partie amateur, foot et rugby. Voilà. Merci Justine. Donc oui, on va passer donc au chapitre de l'empreinte carbone du sport amateur. Alors, pour ceux qui ne sont pas du secteur, ce n'est pas forcément évident. En fait, ça inclut aussi des joueurs professionnels. En fait, c'est tout ce qui ne relève pas des ligues professionnelles de sport amateur. Donc, dans le lot, il y a aussi des joueurs semi-pro, voire quelques joueurs pro. Alors, quand on regarde, donc là, ce qu'on va vous présenter, c'est directement les résultats et on en profitera pour vous donner quelques hypothèses et les principales hypothèses et les principales données qu'on a utilisées pour arriver à ces résultats. Donc, quand on regarde l'empreinte carbone du sport amateur, en gros, si vous essayez de vous projeter, imaginez vous avez un ado qui fait du sport à un niveau assez un peu intense, voilà, il va faire du sport à un endroit dédié qu'il a fallu construire. Et puis, donc, tout ce qu'il a fallu faire pour le construire, c'est donc l'infrastructure, le stade, et puis aussi tout ce qu'il faut faire pour le maintenir en état de fonctionnement. Voilà. Tout ce qui relève, du coup, ici, qu'on a mis dans le post immobilisation en jaune. Utiliser ces infrastructures, ça requiert d'utiliser de l'énergie. Donc, il y a des émissions associées à cette consommation d'énergie ici en bleu. Il faut aussi rendre. Donc, dans cette infrastructure, donc, il y a des transports, ici en bleu sombre à gauche. Et puis, il y a aussi tout ce qu'on consomme pour pouvoir pratiquer ce sport, donc notamment du matériel sportif, ici tout en bleu ciel à droite. Et puis, ça nous arrive aussi de boire ou de manger. Donc, il y a une partie alimentation ici en orange. Quand on fait le total, ça représente à peu près 1 400 000 tonnes d'équivalent CO2. Donc, quand on ramène ça à l'échelle du licencié, là aussi, on s'est focalisé sur le football et le rugby, donc ça fait à peu près 2 400 000 licenciés. Donc, ramener à l'échelle d'un licencié, ça fait à peu près une demi-tonne d'équivalent CO2. Donc, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, puisque l'empreinte carbone d'un Français moyen, c'est entre 9 et 10 tonnes. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas gigantesque, mais ce n'est pas ridicule non plus. Le premier poste, comme vous pouvez le voir, c'est à gauche les déplacements. Ce n'est pas forcément une surprise, c'est un peu comme le sport pro. Ça représente une grosse moitié de l'empreinte carbone liée au sport amateur. Deuxième poste, c'est donc les immobilisations, donc le bâti, mais aussi les surfaces
de jeu et on verra qu'en fait, de manière assez surprenante, c'est même le principal morceau de la partie immobilisation, ce sont les surfaces de jeu. Et puis après, les 3 postes suivants, alimentation, énergie, matériel sportif, sont donc, comparés aux postes déplacement, ce sont des petits postes, mais ils ne sont pas non plus totalement négligeables. Et les estimer, ça permet aussi de mettre en évidence quelques idées reçues. On verra. Et donc, si on focalise sur les transports, et ben, du coup, je vais laisser la parole à Maël. Oui, donc si on fait un petit zoom, c'est la slide suivante. Si on fait un petit zoom sur les déplacements, il y a évidemment les déplacements pour les entraînements et puis les déplacements qu'on fait pour les matchs. Sur les déplacements pour les entraînements, alors très rapidement, on a pris comme hypothèse qu'on faisait 2 entraînements par semaine, qu'en gros on faisait une distance moyenne de 11 km. Le taux de remplissage, on en a parlé, de 1,9. Et on a comptabilisé les joueurs, les membres du staff, les familles, amis et tout ça, et les bénévoles. Et du coup, on est à 500 000 tonnes CO2 avec une grosse part de la voiture en termes de part modale. Si on prend les déplacements pour les matchs, donc on est sur à peu près 200 tonnes CO2. On a pris comme hypothèse 24 rencontres par an, dont 12 se font à domicile. Évidemment, la part modale, 80% en voiture, 20% en car, ce qui représente encore en termes de poids carbone 88% d'émissions de gaz à effet de serre de la voiture et puis 12% du car. On a considéré qu'en moyenne, on faisait 30 km aller. Là, je profite pour souligner une petite limite, c'est-à-dire que pour simplifier et dans l'hypothèse, on a considéré que tous les matchs se faisaient sur une échelle départementale et que voilà, on n'a pas considéré les matchs qui se faisaient au niveau régional. Donc, il faudra parier que du coup, l'empreinte sur les matchs est un peu plus élevée. Et puis, on a mis un taux de remplissage aussi plus important. On a un taux de remplissage plus important puisque il y a des navettes, il y a des minibus, il y a un taux de remplissage plus important qui est de 3 personnes par véhicule en moyenne. Et sont comptabilisés également spectateurs, joueurs, membres du staff, bénévoles et tout ça. Encore moins. Donc, pour la part immobilisation, donc là, effectivement, c'est tout l'achat de matériel et de biens, et puis toutes les infrastructures nécessaires pour la pratique sportive. Et donc là, on les compte dans un bilan carbone un peu comme dans un bilan comptable, hein, on parle d'amortissement. Donc là, en gros, on a des règles vraiment similaires. Et effectivement, hein, comme l'a dit Olivier précédemment, donc sur ces 24%, donc qui représentent 320 000 tonnes de CO2 par an, 70% est lié à la surface de jeu, hein, aux pelouses ou tout ce qui est surface stabilisée. 18% donc est lié en gros aux bâtiments, on va dire aux vestiaires, aux salles de réunion, aux clubhouse qu'on peut avoir dans les clubs. 7% pour les tribunes et 5% pour le parking. Donc, si on revient sur les pelouses, hein, qui sont vraiment le premier facteur en fait, d'émission, aujourd'hui, il est estimé que le facteur d'émission d'une pelouse naturelle est 50% plus élevé qu'une surface synthétique. Mais bon, la question des pelouses reste un sujet complexe, hein, puisqu'il n'y a pas que la partie décarbonation. Il y a la partie aussi pollution, notamment de microplastiques, hein, puisque aujourd'hui, beaucoup de terrains synthétiques sont faits à partir de résidus de pneus. Donc voilà, qui dit terrain synthétique ne dit pas forcément toujours le même type de matériau non plus, donc le même impact. Il peut y avoir aussi des risques de brûlures, de blessures sur des terrains synthétiques qui n'existent pas par rapport à une pelouse naturelle. Donc voilà, donc les pelouses, c'est vraiment un sujet complexe qui reste à creuser parce qu'il y a à la fois le sujet décarbonation, mais aussi plein d'autres impacts environnementaux. Alors, la partie alimentation pour le sport amateur. Donc là, on s'est simplement focalisé sur l'alimentation les jours de match. On s'est dit que pendant les entraînements, on mangeait chez soi et qu'on ne mangeait pas forcément au stade. Alors, les jours de match,
on a fait l'hypothèse qu'on pouvait aller soit à la buvette, soit ramener quelque chose de chez nous. On a pris les deux options. Sauf qu'on a fait une hypothèse qui est quand même très lourde, c'est qu'il n'y a que des sandwichs jambon beurre ou beurre fromage. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas comptabilisé les merguez, les saucisses et les burgers. Mais ça viendra dans l'étude finale. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est évidemment le sandwich jambon-beurre qui est responsable de 50% de la consommation, de l'empreinte carbone du volet alimentation, et que 55% de bières sont vendues et sont responsables de 32% des émissions de gaz à effet de serre. Voilà, donc ce sont des hypothèses qui sont assez limitantes, mais qu'on a pour ambition d'affiner. N'hésitez pas aussi à nous faire vos retours. On attend des contributions sur ce volet méthodologique. Vient ensuite donc le quatrième poste, l'énergie consommée dans les stades. Donc ici pour 8%. Vous avez ici donc deux graphiques qui vous donnent à gauche le mix, c'est-à-dire les différentes formes d'énergie qu'on consomme, donc gaz naturel, électricité, fuel, chaleur, etc. Et puis à droite, la représentation sous forme, enfin le calcul sous forme d'émissions de gaz à effet de serre. Donc vous voyez que plus de la moitié de l'énergie consommée, c'est du gaz naturel, donc essentiellement pour chauffer les bâtiments. Et puis un gros tiers, c'est l'électricité. Et puis presque tout le reste, c'est du fuel. Et comme vous savez, en France, l'électricité est bas carbone. Donc, quand on calcule les émissions, du coup, la part de l'électricité dans les émissions est bien plus faible que la part d'électricité dans le mix. Et donc, de manière assez logique, du coup, ce qui se taille la part du lion en termes d'émissions, c'est le gaz naturel. Et puis, derrière, il y a le fuel. Et puis, voilà, une fois qu'on a fait les trois, ça représente à peu près la totalité. Voilà. Ensuite, moi, je vais finir sur le sport amateur avec les équipements. Donc, je vais vous expliquer, donc, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est 5%, pour vous expliquer un petit peu les hypothèses qu'on a prises, notamment s'il y a des représentants du sport amateur ici. On est vraiment preneurs parce qu'on a fait 2 entretiens pour avoir ces hypothèses. Donc, c'est sûr que ce n'est pas suffisamment représentatif. Alors, on a modélisé 1,5 tenues complètes par an et pour chaque athlète. Donc, ça veut dire un t-shirt, un short et une paire de chaussettes. Généralement, c'est donné en début d'année, une fois qu'on a pris sa licence. Ensuite, protège tibia remplacé tous les 2 ans. Alors, certes, au rugby, il n'y a pas forcément de protège tibia, mais il y a d'autres équipements de protection. C'est vraiment des hypothèses moyennes, hein. Et ensuite, on a pris l'hypothèse que l'empreinte carbone d'un ballon de rugby, c'était le même qu'un ballon de foot, en prenant en moyenne 0,4 ballons par an et par licencié, pardon. Donc voilà à peu près pour vous donner les répartitions. On est vraiment en attente de plus de données là-dessus, donc n'hésitez pas, notamment pour ceux qui participeront aux ateliers demain. Donc, de manière générale, sur la partie amateur, c'est une partie où l'accès à la donnée est quand même très compliqué. Vous l'avez remarqué, on a des hypothèses qui sont quand même très simplificatrices. On est sur un secteur qui repose sur du bénévolat pour beaucoup. Et donc, il y a une vraie difficulté à pouvoir accéder à de la donnée. Et c'est tout le travail qu'on va faire à partir de l'automne prochain sur comment faire pour construire des bases de données beaucoup plus solides et avoir des estimations beaucoup plus précises en vue de la construction des levées de décarbonation, comme on vous a présenté sur la partie professionnelle. Donc là, on appelle à tous les acteurs du milieu amateur. Si vous avez de la donnée, de l'expertise, n'hésitez pas à venir nous contacter. On sera très heureux de vous recevoir. Donc au total, foot, rugby, sport pro, sport amateur, on arrive à 1,7 million de tonnes de CO2 équivalent, ce qui équivaut à environ 0,3% de l'empreinte nationale. Donc pour autosport, c'est quand même clairement pas négligeable. Et si on additionne les deux, le transport forcément reste le premier poste d'émission. Mais voilà, on l'a dit, je viens de le dire, 80% de l'empreinte vient de l'amateur. Mais Justine, ça veut dire qu'on doit arrêter de faire du sport amateur? Mais voyons, Aylan, pas du tout. Ici, on compare 2 secteurs qui sont très différents. Évidemment que le nombre de pratiquants, il y a 2,2 millions, quasiment 2,5 millions de pratiquants foot et rugby en France qui font 2 entraînements par semaine, un match le week-end, qui vont en voiture. Évidemment, ça va avoir un poids carbone bien plus important que
les matchs professionnels, même s'il y a beaucoup de spectateurs. Donc ça peut paraître étonnant, mais c'est la réalité de secteur. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'il n'y ait plus de rencontres amateurs? Bien au contraire. Si on fait ces travaux, c'est parce qu'on pense qu'il faut que l'activité elle continue, mais qu'il y a une très forte dépendance et une très forte vulnérabilité du secteur et qu'il va falloir s'adapter de toute urgence. Donc oui, on veut plus de sport amateur dans nos vies, on veut pouvoir continuer à pratiquer tous les jours, mais pour ça, il va falloir s'adapter et ça ne veut pas dire que le sport amateur est responsable de l'empreinte carbone du sport. Vous avez remarqué, je ne suis pas le Pierre Ninet du milieu, hein, donc On avait merci répété, pour votre compréhension. Donc, au global, les émissions dominées par le transport, l'a dit Justine, ce qui fait reposer, ce qui fait, ce qui crée de la vulnérabilité, pardon, face aux risques, face aux crises à venir. Et donc, on l'a vu, le premier levier, ça va être de s'occuper des distances parcourues, parce que c'est là que l'enjeu va être majeur si on prend en compte les considérations technologiques et d'efficacité énergétique. Donc, la variante qu'on a explorée, la variante but, demande de réduire les distances parcourues. Et pour ça, on l'a vu, il y a 3 manières de faire. Nous, on en a exploré une parmi ces 3. Mais pour le rapport final, on va pouvoir recréer des scénarios, revoir, reproposer des choses pour que les acteurs puissent en imprégner et puissent, eux, faire les choix. Nous, on est là pour apporter l'expertise, mais ensuite, on n'est pas décisionnaire. Et pour activer tous ces leviers, on a identifié 4 prérequis qu'il faudra affiner, mais qui nous semblent indispensables pour véritablement mettre en marche la transition. C'est 1, améliorer la coordination entre les acteurs, flécher les financements sur la décarbonation et la transition au sens large, la planifier sur le long terme, former les professionnels dès les cycles de formation, on va dire pré-bac, post-bac, et sensibiliser et accompagner les acteurs tout au long de leur vie professionnelle. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qui reste à faire? Surtout vous écouter, avoir vos retours, prendre en considération aussi les retours du terrain qui vont pouvoir enrichir les travaux. Et puis, on va travailler jusqu'à janvier prochain pour finaliser l'empreinte carbone amateur et professionnelle dans les stades de foot et de rugby. Regarder en détail comment on va pouvoir décarboner, est-ce que chaque levier il est réaliste, il est faisable, et aussi dans le secteur amateur, et déterminer cette trajectoire pour 2050. Donc maintenant, la balle est dans votre camp. N'hésitez pas à aller sur le site internet du Shift Project pour contribuer au rapport, pour télécharger les Excel pour les plus téméraires d'entre vous qui se plongeront dans chaque tableau. Mais venez challenger nos hypothèses, mettez-nous en difficulté aussi pour nous dire non, ça ne nous paraît pas cohérent, c'est pas des hypothèses qui sont viables. Nous, on en a besoin pour enrichir nos travaux, donc n'hésitez pas. Et puis, nous nous retrouverons février 2025 ou janvier, on verra, pour le rapport final sur la partie stade. Donc, c'était le premier volet de Décarbonons les sports en général, où on s'est intéressé au stade en France. Merci beaucoup. Vous pouvez les applaudir. Eh bien, merci beaucoup aux équipes du Shift pour ce travail. On voit qu'en associant à la fois l'aide de la Maïf à des travailleurs acharnés pour le climat, on arrive à des leviers. Et maintenant, il nous reste à les mettre en œuvre tous ensemble. On va ouvrir un petit temps de questions-réponses. Alors, juste pour rappel, pour toutes les personnes qui sont en ligne, n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à poser des questions sur vos plateformes et on y répondra. N'hésitez pas dans la salle d'abord. On va prendre des questions, une femme, un homme. Bonjour, je vous remercie beaucoup pour la présentation de vos travaux. J'ai juste une interrogation par rapport au poids, dans la conclusion, le rapport entre la part du sport amateur dans l'empreinte carbone et du sport professionnel. J'ai peut-être loupé quelque chose dans le sport professionnel. Est-ce que vous avez calculé aussi l'empreinte carbone des entraînements pro? Très bonne question. Alors en fait, quand on a constitué, quand on a fait le périmètre dessus au tout début, donc c'était à peu près 6 mois, on s'est délimité au flux physique dans le stade où avaient lieu les rencontres sportives. Donc en effet, il n'y a pas les trajets domicile-travail des joueurs, ce qui, je pense, à mon avis, le calcul n'est pas très compliqué à faire,
augmente un peu les émissions, mais ce n'est pas ça qui est déterminant. Parce qu'on est sur quelques dizaines de personnes qui se déplacent quelques fois par semaine toute l'année, VS des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes qui se déplacent sur une rencontre. Donc, mais c'est un point qu'on compte approfondir pour le rapport final. Voilà. Oui, bonjour, je m'appelle Alain Schmitt, je travaille sur les routes européennes du sport qui sont un projet héritage post-JO. J'ai une question, d'abord, merci aussi pour la présentation et puis pour le travail fourni parce que c'est énorme. J'avais une question sur un levier que je n'ai pas vu du tout utilisé, c'est-à-dire qu'on voit bien que c'est une histoire de transport, tout ça, enfin, en première approche majoritairement. Et la dimension, j'allais dire, un peu virtuelle, sportif, réduire la taille des stades. Alors, c'est peut-être le scénario, on pourrait l'appeler facho, mais finalement, est-ce qu'avec la technologie, pour le sport, pour ne pas utiliser tous les leviers, faire moins de compétitions internationales, il n'y aurait pas un levier, je réduis la taille des sports, pardon, la taille des stades, et puis j'utilise un maximum la retransmission, la réalité virtuelle, etc. Voilà. Merci de votre question. J'en profite pour dire que, vous l'avez peut-être vu, il n'y a pas tous les leviers qui ont été présentés. On s'est concentré sur 3 parce qu'il y en a qu'on n'a pas encore finalisé et donc ils seront présents pour le rapport final, donc notamment immobilisation, donc toute la partie construction, la partie déchets, on l'a exploré en partie. Donc voilà. Alors pour répondre à votre question, en fait, pour pouvoir il y a plusieurs choses qu'on veut faire. Nous, déjà, pour le rapport final, on aimerait bien explorer, par exemple, l'impact carbone des fan zones. Autrement dit, si on instaure des fan zones, est-ce qu'on arrive à réduire les émissions VS, on fait venir des gens de très loin. Mais pour ça, il faut bien délimiter les choses. Il faut regarder en termes d'effet rebond si on n'a pas une augmentation plus forte au final en appliquant ce genre de technologie, enfin ce genre de pratique, pardon. Et ça peut être des technologies, par exemple le métavers, des choses comme ça. Ça se quantifie. Là, on ne l'a pas fait, donc je ne suis pas capable de vous répondre très concrètement, mais c'est des choses qui se quantifient. En tout cas, pour l'impact carbone de ces secteurs, donc du numérique, je renvoie au rapport du Shift, très bon rapport du Shift sur le sujet, pour explorer plus précisément ce point-là. J'ai le micro. Bonjour, je suis Lénaïque Corson, une ancienne joueuse de rugby et anciennement responsable de la stratégie RSE au Stade français Paris. Dans la méthodologie, pour récupérer justement ces datas, qui est un des gros enjeux aussi aujourd'hui, il y avait la Ligue nationale de rugby et la Fédération française de rugby. Je vais parler de mon sport que je connais bien. À partir de quelles données vous êtes parti? Sachant qu'aujourd'hui, il y a des clubs de rugby qui n'ont pas encore réalisé leur bilan carbone. Je pense qu'il y a, sur le top 14, il doit y avoir peut-être même pas la moitié qui ont dû réaliser leur bilan carbone. Et auprès de la Fédération française de rugby, vous parlez donc des clubs amateurs ou des déplacements, du bilan carbone de la fédération? Alors, pour la partie données, nous, ce qui nous intéresse, comme j'ai dit, c'est les flux physiques. Et il n'y a pas besoin d'avoir fait un bilan carbone pour les avoir, parce qu'en fait, les clubs, ils connaissent pour la plupart ce qu'ils vendent en termes de quantité ou en termes de chiffre d'affaires, et après, on peut se débrouiller avec ça. Ils connaissent leur fréquentation dans le stade, ils connaissent de combien ils sont équipés en termes de locaux, en mètres carrés, des choses comme ça. Donc, en fait, ils ont juste à nous décrire, entre guillemets, ce qu'ils possèdent, ce qu'ils voient, eux, en termes d'acteurs. Et ensuite, nous, on se charge de quantifier les émissions associées à ces flux. Donc, en fait, c'est presque... Enfin, disons que le fait qu'un club ait fait son bilan carbone, pour nous, disons que c'est équivalent avec un club qui a vraiment une grosse base de données sur les flux, parce que dans tous les cas, on refait les calculs, on réestime avec le périmètre qu'on a choisi. Pour ce qui est de l'empreinte carbone de la fédération, nous, on n'a pas regardé très concrètement combien la FFR pesait. On n'a pas regardé, par exemple, les locaux généraux, enfin le siège de la FFR, des choses comme ça. On a vraiment regardé la pratique. C'est ça qui nous intéressait. Donc, que ça soit pour les équipes nationales ou pour la pratique amateur. Mais par exemple, on n'a pas inclus dans le périmètre le bilan carbone de Clairefontaine ou de Marcoussis dans ce périmètre-là. C'est la pratique qui nous intéresse. Voilà. Oui, merci déjà. Bonjour, je m'appelle Igor, je suis consultant en décarbonation au cabinet Impact. Et en fait, je me posais une question. Au début, vous avez montré un petit peu le diagramme des flux. Et je me suis rendu compte que potentiellement, il y avait un flux qu'on ne voyait pas. C'était tout le financement en fait, du sport, notamment les sponsors et les partenaires, qui sont une grande part en fait, qui permet au sport d'exister aujourd'hui, particulièrement le sport professionnel, mais aussi le sport amateur. Et du coup, je me posais la question, est-ce que vous comptez l'inclure à un moment dans l'étude?
Et encore merci pour cette étude, parce que ça va beaucoup nous servir dans nos missions, je pense. Merci beaucoup. Je pense que je laisserai en partie Maëlle répondre, c'est un peu ton sujet ça. Mais je peux répondre un petit peu. C'est quelque chose qui est plus difficile à quantifier quand même, enfin, enfin, je veux dire, la partie financement est associée à des émissions d'un acteur ou d'un autre en fonction de son domaine d'activité. Ça demande une méthodologie, moi, qui me semble à construire, qui peut porter, enfin disons, qui peut faire un peu de débat. Donc pour le moment, on ne l'a pas fait. Mais je sais que Maël, lui, c'est un sujet qui lui tient à cœur, donc je vais laisser répondre en partie. Non, mais je ne vais pas dire grand-chose de plus que non, on ne l'a pas fait. Et que la méthodologie, non, c'est un vrai sujet de finalement le poids carbone de l'euro investi par un sponsor, par un privé, mais même par, j'allais dire, du public. C'est quelque chose qu'il va falloir intégrer à un moment donné parce que ça fait partie de la mécanique. Après, si la question d'après, c'est la décarbonation du sponsoring sportif, va être assez douloureux pour le modèle économique du sport. Donc, il va falloir j'allais dire, faire preuve de pédagogie pour aborder ce sujet-là. Mais non, rien de plus que ce que tu as dit. Bonjour, je suis derrière le poteau. Euh, Marine Braud, dans une vie antérieure, j'ai conseillé un certain nombre de membres de l'exécutif sur les sujets environnementaux et en particulier sur les sujets d'eau et de biodiversité. J'ai beaucoup travaillé sur la planification écologique et tout le travail que vous faites ressemble beaucoup à tout le travail qui a été lancé et qui, j'espère, perdurera sous les prochains auspices. Et parmi les combats que j'avais en permanence, c'était de rappeler que tout n'était pas qu'un sujet de décarbonation et qu'à partir du moment où on commençait à s'intéresser aux sujets environnementaux, c'était intéressant d'aller chercher aussi les autres enjeux. Et là, on parle notamment des enjeux d'eau, de pesticides. Je sais qu'il y a des gros sujets sur l'utilisation des pesticides sur les stades professionnels. Et j'ai toujours une crainte sur la réponse que peut-être vous allez faire, du coup je vous arrête tout de suite, qui est commençons déjà par là et puis on élargira au reste, parce que souvent déjà on a mentionné l'exemple des pelouses qui potentiellement, la pelouse synthétique c'est mieux pour le climat mais c'est moins bien pour la biodiversité, mais c'est mieux pour l'eau et en fait on montre que tout ça est très complexe. Et puis surtout, quand on a l'impression d'avoir fait le job sur le climat, on ne va pas forcément s'attaquer au reste des enjeux. Donc est-ce que vous avez prévu de regarder aussi ces aspects-là, quitte à y être? Alors, moi, je ne fais pas la stratégie du shift. Salut Jean-Noël. Non, plus sérieusement, c'est vrai que c'est une vraie limite là-dessus. La partie carbone, il n'y a clairement pas que ça comme sujet. Mais au shift, c'est notre expertise. C'est déjà un gros travail. Franchement, on y a passé des heures. Et ça demande des expertises différentes. Enfin, je me décale un peu parce que vous êtes dans le poteau. Ça demande des expertises différentes pour aborder les autres sujets. Mais nous, on serait très content que d'autres acteurs prennent en compte, enfin, disons, reprennent nos modèles et incluent des enjeux eau, des enjeux biodiversité, des enjeux intrants, etc. Nous, on est très bons pour faire des gros calculs carbone. Mais voilà, si d'autres acteurs veulent s'en emparer, c'est volontiers. Je partage totalement ce que vous avez dit. Oui, non, juste un rapide complément là-dessus. En fait, la philosophie qu'on a au Shift, c'est que dans les deux grandes marges de manœuvre qu'on regarde, si on est du côté sobriété, en général, il y a des co-bénéfices sur tout le reste. En gros, déplacement en voiture, on fait moins de mètres carrés stade. J'ai demandé dans pas longtemps au président de la Fédération française de rugby s'il est d'accord, mais il n'y a pas d'impact négatif. C'est quand on est dans les marges de manœuvre de substitution et de technologie que là, on peut augmenter l'impact sur autre chose en voulant diminuer l'impact sur le climat. Et là, en général, on est, mais en amateur, parce que c'est difficile de faire autre chose, dans une philosophie de ne pas nuire. Et autrement, c'est un peu comme ça qu'on gère en général nos remarques, mais ça se fait un peu comme M. Jourdain et sa prose. On n'a pas une approche revendiquée comme étant scientifique sur ces autres angles. On fait du mieux qu'on peut. En gros, c'est ça la philosophie. Je complète juste, Jean-Noël, coordinateur du rapport. C'est un truc, on a peut-être un petit paquet de données, donc si on peut travailler avec les acteurs là-dessus, ça peut être intéressant de coupler les deux, de voir s'il y a des synergies, etc. Donc, chiche. Et avec l'esprit de l'escalier, ce n'était pas nécessairement notre première préoccupation dans la partie sport, mais sur le travail sur l'agriculture qu'on est en train de mener en ce moment. C'est évident que là, on fait plus que d'y réfléchir un peu. On peut rien dire si on ne s'intéresse pas aussi au sujet biodiversité et eau, c'est évident. Alors, il reste qu'une minute. Du coup, on peut peut-être prendre une question du chat, si possible. Ah, est-ce qu'il y a une question du chat qui n'a pas déjà été posée? Sinon, j'avais prévu d'en prendre encore une dans la salle.
Je suis désolé, il y avait encore au moins 6-7 personnes qui avaient levé la main, mais avec le temps qui passe, ça ne marche pas. Ce sera pour la suite. Super, merci. Bonjour, Geoffrey Vécassis pour l'ADEME. J'avais une question, une remarque. La question, elle est, aujourd'hui, on voit des événements sportifs qui commencent à se bouger, notamment l'Ultra Trail du Mont Blanc, qui dit, si vous voulez participer, si vous voulez venir, il faut avoir un billet de train. Est-ce que c'est des échanges que vous avez commencé à avoir des acteurs, notamment de la fédération? Et je profite d'avoir effectivement le président de la fédération pour poser une toute petite question à laquelle il répondra après. Ouais, je sais, je prends du temps. Sur la participation des équipes sud-africaines à la Coupe des Champions. Voilà, je pose cet éléphant sur la table et je vous laisserai réagir. Bon, je m'occupe de la question facile. Ouais, mais ce genre d'initiative est hyper positive. En effet, moi, personnellement, je n'ai pas été en contact avec l'organisation, donc c'était le marathon pour le coup du Mont Blanc, mais ce genre de choses va totalement dans le bon sens. Et rajouter des critères comme ça d'accessibilité ou je sais pas, des réductions sur les billets si vous venez avec un mode de transport particulier, des choses comme ça. En tout cas, ajouter des critères à cela, c'est quelque chose qui va dans le bon sens. Peut-être qu'il y a des membres du groupe de travail qui vont rajouter quelque chose là-dessus. Non? Ok, bon, bah, je laisserai le président alors répondre pour la suite. Donc moi, je suis chargé de la réponse à la question difficile. Ça va être assez facile pour moi, en fait. Je suis totalement contre le fait que les Sud-Africains aient rejoint la Coupe d'Europe, même que j'ai été contre ce qui avait été évoqué par mon prédécesseur, c'est-à-dire la possibilité que l'Afrique du Sud ou le Japon puissent un jour rejoindre les 6 nations. Ça serait une absurdité géographique, historique et écologique. Voilà, donc les Sud-Africains sont rentrés par le biais de la Ligue Celt, pour qu'il n'y avait pas de règles. Et c'est pas bon non plus pour la santé des pratiquants. Donc, ça fait partie des points sur lesquels moi, j'essaye de me battre, mais je ne suis pas le seul décideur. Je crois qu'on peut passer à la suite avec la table ronde.